Un soldat mort fut conduit à la morgue, et lorsque le médecin légiste le déshabilla, il resta figé en découvrant que le soldat était en réalité un. La première pensée du docteur Andrew Carter en voyant ce cadavre fut que quelqu'un avait tué le mauvais homme, ou que le mort n'était pas celui qu'il prétendait être. Mais avant de continuer, dis-moi dans les commentaires, depuis quelle ville m'écoutes-tu? J'aimerais savoir jusqu'où cette histoire est arrivée. La salle d'autopsie sentait le désinfectant bon marché et le silence retenu. Les lumières froides du plafond se reflétaient sur les plateaux en acier et les carreaux marqués par le temps. Andrew, 53 ans, était penché sur une chemise manila, sans savoir qu'il était à quelques minutes de briser la routine qu'il avait juré de ne jamais rompre. Il avait le regard d'un homme qui a vu plus de morts que de vies. Depuis la perte de son épouse, 8 ans plus tôt, le légiste vivait presque en pilote automatique, travail, dîner solitaire, whisky sur glace et sommeil troublé par des cauchemars où elle retombait malade. Seule sa fille Emily, 19 ans, le maintenait en équilibre sur ce fil émotionnel. Il avait tout sacrifié pour elle. Quand sa mère mourut d'un cancer, Emily n'avait que 11 ans. Depuis ce jour, Andrew s'était juré de la protéger du monde, quitte à s'isoler complètement. À 6h13 ce matin-là, tandis que la pluie frappait les vitres de la morgue comme des doigts désespérés, 2 ambulanciers franchirent les portes automatiques dans un grincement électrique annonçant l'arrivée des corps les plus silencieux du pays. Nouvelle admission, Dr Carter, dit l'un d'eux, couvert jusqu'aux sourcils par un imperméable bleu. Militaire. Transporté depuis les installations frontalières du secteur Charlie. Andrew leva les yeux avec lassitude. Il avait l'habitude des morts militaires. Chaque semaine arrivaient des soldats tombés, corps déchirés par des explosions, des balles ou des mutilations inimaginables. Mais celui-ci avait sa propre légende. Non. Demanda Andrew en prenant le formulaire. Sergent Adam Wallace. 24 ans. Explosion durant une opération de surveillance. Andrew fronça les sourcils. Le visage du cadavre était partiellement intact. Cheveux châtains, mâchoire carrée, expression figée dans une sérénité étrange pour un homme mort par explosion. Ce qui le troubla, ce ne fut pas le visage, mais la peau. Propre, lisse, sans aucun signe de décomposition. Presque trop fraîche. Vous êtes sûr qu'il est mort hier? C'est ce qu'ils ont dit pendant le transport. L'ambulancier hésita. Nous aussi, on a trouvé ça bizarre. Mais les ordres sont les ordres. Il ordonna qu'on dépose le corps sur la table principale. Il le couvrirait et s'occuperait de la paperasse plus tard. Andrew resta seul avec le corps. Le silence. Il ferma les yeux. Quelque chose n'allait pas. Il ne pouvait pas l'expliquer, mais son estomac criait déjà ce que son esprit refusait d'admettre, ce n'était pas un cadavre ordinaire. Il commença à travailler. Prépara les instruments, enfila les gants en latex, alluma le dictaphone qu'il utilisait pour ses observations. Autopsie numéro 7845. Sergent Adam Wallace. Homme caucasien. 24 ans. Cause probable du décès, explosion. Date d'entrée, 17 mars. Début de l'examen externe. Il retira avec précaution le drap gris. Le corps était en excellent état. Une coupure superficielle sur la poitrine, possible éclat d'obus. Aucune défiguration. Pas de sang séché sur les vêtements, ni de traumatisme crânien sévère. Trop propre. Trop intact pour un corps récupéré sur le terrain. Explosion? Murmura-t-il. J'en doute fort. Avec une précision chirurgicale, Andrew prit les ciseaux spéciaux et commença à découper le t-shirt vert olive du cou jusqu'à l'abdomen. Le son du tissu qui se déchirait dans le silence de la pièce était le seul bruit qui accompagnait la scène. En retirant le vêtement, il se figea. Ce ne fut pas une réaction subtile. Sa respiration s'arrêta. L'outil tomba au sol dans un tintement sec. Il recula d'un pas. Là, gravé à l'encre sombre contrastant avec la peau pâle du soldat, se trouvait un tatouage qui n'aurait jamais dû exister. Il couvrait les omoplates jusqu'au bas du dos. Une œuvre détaillée, chirurgicale. Ce n'était pas de l'art, ni de la fierté personnelle. C'était autre chose. Quelque chose de technique. Andrew se pencha. Saisit une loupe.
Son cœur battait avec une intensité qu'il n'avait plus ressentie depuis des années. Le tatouage était une carte. Pas une carte ordinaire. Elle comportait des coordonnées géographiques, des lignes topographiques, des points rouges marqués avec une précision millimétrique. À gauche, en chiffres romains, une date, 15-8/MMXI. Et en dessous, 3 mots en anglais, Opération Phoenix. Sector 7. 47 Metedip. Il eut des hauts le cœur. S'écarta de la table, arracha ses gants avec maladresse et vomit dans l'évier en acier. Qu'est-ce que c'était que ça? Il regarda de nouveau le corps. Ce n'était pas un simple message. C'était un schéma d'un niveau technique élevé, imprimé dans la chair. Et au fond de lui, il savait, cela ne devait pas exister. Et si cela existait, cela n'aurait jamais dû lui parvenir. Il prit son téléphone. Hésita. Sa main tremblait. Il lutta contre l'envie d'appeler la sécurité, son supérieur, les autorités. Mais quelque chose en lui criait de ne pas le faire. Si ce corps était arrivé ici, c'est que quelqu'un voulait qu'il disparaisse. Pas qu'il soit examiné. Il chercha un contact enregistré depuis des années. John Dawson. Colonel. Ancien camarade d'université. Renseignement militaire. Allô? Répondit Dawson à la deuxième sonnerie. John. C'est Andrew Carter. Désolé pour l'heure. Andrew. Que se passe-t-il? J'ai un corps ici. Militaire. On l'a ramené ce matin. Il ne correspond pas à la description. Et il a quelque chose dans le dos. Quelque chose? Comme quoi? Un tatouage. C'est une carte. Des coordonnées, des codes. Et il mentionne une opération appelée Phoenix. Le silence, de l'autre côté, dura trop longtemps. Tu es sûr? Je le vois de mes propres yeux. Tu as pris des photos? Pas encore. Fais-le. Mais ne les enregistre pas sur le cloud. Ne les partage pas, envoie-les-moi directement. Et Andrew? Oui. Assure-toi d'être seul. Tremblant, Andrew sortit son téléphone. Il prit 3 photos, puis 5 autres sous différents angles. Il les envoya. À peine 5 minutes plus tard, le portable sonna. John? Écoute-moi bien, la voix de Dawson était désormais basse, tendue. Le corps que tu as là, ce n'est pas le sergent Wallace. Ce soldat est porté disparu depuis 3 mois. Son unité a été anéantie près de Nogales. Andrew porta une main à sa bouche. Alors, qui est-ce? Quelqu'un qui a utilisé ses papiers. Et qui savait quelque chose qu'il n'aurait jamais dû savoir. Que dois-je faire? Rien. Ne dis rien à personne. Ne parle pas de ça. J'arrive. Il raccrocha. Andrew resta dans la salle, seul. Chaque bruit le faisait sursauter. Chaque ombre semblait bouger. Sa fille était en cours. Était-elle en sécurité? Il alla se laver les mains. Il avait besoin d'air. De respirer. De retour à son bureau, son téléphone vibra. Un numéro masqué. Il décrocha par réflexe. Docteur Carter? Qui est à l'appareil? Nous savons ce que vous avez vu. Et nous savons ce que vous avez fait. De quoi parlez-vous? Ces informations ne vous appartiennent pas. Ni à votre ami le colonel. Si vous tenez à la sécurité de votre fille, ne partagez plus rien. Aujourd'hui, elle prend la route 77 vers l'université. Ce serait dommage qu'elle n'y arrive pas. Andrew sentit son âme se vider. Qui êtes-vous? Quelqu'un qui peut décider si elle vit ou non. Ne jouez plus avec le feu. La ligne coupa. Andrew ne sut pas combien de temps il resta là, immobile. Un froid glacial lui parcourut le dos. Il courut jusqu'à son bureau. Appela Emily. 3 sonneries. 4. À la 5e, elle répondit. Papa? Tout va bien? Où es-tu? En route pour les cours. Pourquoi tu parles comme ça? Emily, descends du bus. Prends un taxi. Rentre à la maison. Tout de suite. Qu'est-ce qu'il se passe?
Fais-le simplement. S'il te plaît. Papa, tu me fais peur. Je vais bien, mon amour. Fais-le juste pour moi. D'accord. Je descends. Il se passe quelque chose de grave? Andrew retint ses larmes. Je veux seulement que tu sois en sécurité. Il raccrocha. S'affaissa sur la chaise. Le corps était encore sur la table, l'attendant. Mais il savait à présent que ce qui se jouait n'était pas une simple autopsie de plus. C'était sa vie. Et celle de sa fille. Et quelque part, là dehors, quelqu'un avait déjà franchi une ligne qu'il ne fallait jamais dépasser. Andrew Carter ne dormit pas cette nuit-là. Il resta assis à son bureau, le visage enfoui dans ses mains, tandis que la lumière blanche du néon clignotait au-dessus de lui, comme si même l'électricité savait que quelque chose n'allait pas dehors, la pluie tombait sans répit, comme si le ciel essayait d'effacer les traces de ce qui s'était passé, mais il était déjà trop tard. La menace était claire. Sa fille était en danger. Et ce qu'il avait vu dans le dos de ce cadavre l'avait marqué plus que tous les autres corps de ses 30 ans de carrière médico-légale. Vers 3 heures du matin, il reçut un message. Il venait d'un numéro inconnu. 3 mots seulement. Porte arrière. Seul. Il ne réfléchit pas longtemps. Enfila sa veste, prit sa carte d'identification de l'hôpital et sortit. La ville dormait, mais pas lui. Il marcha entre les ombres, le cœur battant comme un tambour tribal. La porte arrière du bâtiment de maintenance était entr'ouverte. À l'intérieur, 2 hommes en veste noire, au visage sans âge, l'attendaient en silence. L'un d'eux parla d'une voix neutre, comme s'il récitait un texte appris par cœur. « Docteur Carter. Venez avec nous. Nous allons vous emmener dans un endroit sûr pour répondre à quelques questions. » Il ne chercha pas à savoir s'il avait le choix. Parce qu'il ne l'avait pas. L'un des hommes fit un signe vers une camionnette noire, sans plaque, moteur allumé. Andrew sentit la sueur couler le long de son dos. Il monta sans résistance. Pendant les 2 premières heures de trajet, pas un mot ne fut prononcé. Par la fenêtre, il ne voyait que des déserts, des lumières lointaines de stations-service et des panneaux menant à des routes secondaires. Ils franchirent la frontière sans s'arrêter, par un passage caché entre les roches et les buissons, absent de toute carte. Aucune patrouille. Aucune vérification. Il était évident que le conducteur connaissait des routes qui n'existaient sur aucun GPS. La 3e heure se fit sur des pistes de terre, jusqu'à ce que le véhicule s'arrête devant une structure à peine visible dans le sable, une butte couverte de végétation, surmontée d'une petite cabane en béton. Ils descendirent. Andrew remarqua les caméras, beaucoup. Bien plus qu'on en verrait normalement au milieu du désert. L'un des hommes entra un code sur un panneau caché derrière une pierre. Le sol vibra légèrement et une trappe s'ouvrit vers le bas. Le silence du désert fut remplacé par un bourdonnement électrique. Ils avancèrent dans un couloir métallique faiblement éclairé. L'air était lourd, saturé d'odeurs de métal et de désinfectant. Le bunker semblait construit pour survivre à la fin du monde. Et peut-être était-ce le cas. Tandis qu'on le conduisait à travers des couloirs ramifiés comme des racines enfouies, Andrew remarqua les portes numérotées, toutes fermées, toutes équipées de capteurs d'empreintes et de rétine. Enfin, on le fit entrer dans une pièce blanche, avec une table d'examen au centre. Sur celle-ci, recouvert d'un drap, reposait un autre corps. Identique au précédent. Ses jambes fléchirent. Il s'appuya sur une table métallique. L'un des hommes parla calmement. « Vous le reconnaissez ?» Andrew ne répondit pas. L'homme souleva le drap. Le même visage. La même carrure. La même coupe de cheveux. Mais il y avait des différences, de petites cicatrices là où l'autre n'en avait pas, un grain de beauté près de la clavicule. Et, pire encore, le même tatouage dans le dos. Copié au millimètre près. « Qu'est-ce que c'est ?» murmura Andrew. La réponse vint sous forme de pas. Une silhouette entra par une porte latérale. C'était un homme grand, à la peau mate, les tempes grisonnantes, une blouse médicale tachée d'encre. Ses yeux sombres, enfoncés, portaient l'expression de quelqu'un qui n'avait pas dormi depuis des mois. Il tendit la main. Louis Menedé. Médecin légiste. Ou, je l'étais. Avant tout ça.
Andrew ne bougea pas. Menedé s'approcha. N'ayez pas peur. Je ne vous ferai aucun mal. Si vous êtes ici, c'est qu'ils vous ont attrapé aussi. Qui sont-ils? Demanda Andrew, en désignant les hommes qui les observaient depuis la porte. Menedé baissa la voix. Je ne sais pas exactement. Ils disent travailler pour la sécurité internationale. Mais cela n'explique pas les cadavres clonés, ni les cartes tatouées. Ni les menaces. Andrew regarda le corps. Ce sont des copies? Des clones? Non. Ce sont des hommes réels. Différents. Mais ils les modifient pour qu'ils se ressemblent. Même visage. Même corps. Même tatouage. Certains sont assassinés. D'autres, sacrifiés. Et vous? Menedé le regarda avec un mélange de tristesse et de honte. Je les copie. On me fait reproduire les tatouages sur des corps différents. Ils m'ont fourni des instruments, des photos, des références. Ils m'obligent à les reproduire à l'identique. Ils me surveillent. Ma famille est retenue. Ils m'ont dit que si je ne coopérais pas, ma femme et mon fils disparaîtraient dans une fosse au Chihuahua. Andrew eut l'impression de manquer d'air. Menedé le remarqua. Dites-moi, docteur Carter. Ont-ils aussi menacé votre fille? Andrew hocha simplement la tête. Alors vous faites déjà partie de nous. Il n'y a plus de retour possible. Une des portes s'ouvrit. Un autre homme entra, différent des précédents. Costume gris. Montre chère. Cheveux gominés. Visage européen. Regard vide. Docteur Carter. Je suis heureux de vous avoir parmi nous. Qui diable êtes-vous? Hurla Andrew, perdant son calme pour la première fois. L'homme sourit. Appelez-moi Monsieur Nova. Ce que vous devez savoir, c'est que nous avons un accord. Vous allez travailler avec le docteur Menedé. Ensemble, vous copierez les dernières versions du code. Code? Nova s'approcha du cadavre. Ce n'est pas seulement une carte. C'est une clé d'accès. Les coordonnées activent une série de commandes liées à un serveur protégé. Nous avons une partie du puzzle. Vous nous donnerez l'autre. Je ne vais pas collaborer à ça. Nova soupira. Voulez-vous vraiment mettre votre fille en danger? Emily, n'est-ce pas? Université publique. 3e semestre. Photographie. Elle aime se promener l'après-midi, les écouteurs sur les oreilles. Erreur typique. Andrew fit un pas en avant et le poussa avec violence. Ne la touchez pas. Les gardes le maîtrisèrent immédiatement et le forcèrent à s'agenouiller. Nova s'accroupit devant lui. Vous êtes un homme intelligent. Un homme de science. Ne faisons pas de vous un martyr inutile. Personne ne saura ce que vous faites ici. Coopérez simplement. Votre fille vivra. Vous rentrerez chez vous. Personne ne saura jamais ce que vous avez fait. Tout le monde y gagne. Andrew avala sa salive. Il savait qu'il était pris au piège. Je vous donne 1 heure. Ensuite nous commençons. Nova sortit de la salle. Menedé l'aida à se relever. Il y en a d'autres. Des corps qui n'ont jamais vu la lumière. Certains avec des formules chimiques. D'autres avec des plans de base militaires. Tout est sur la peau. Comme si la chair était du papier. Dans quel but? Pour les vendre. À celui qui paiera le plus. Des gouvernements. Des narcotrafiquants. Des groupes terroristes. Peu importe. Ce sont des informations. Et l'information vaut plus que l'or. Andrew resta à regarder le cadavre. Qui était-ce? Menedé répondit d'une voix basse. Un déserteur. Un ancien agent de renseignement. Il a volé des données classifiées. Il allait fuir par la frontière. Ils l'ont attrapé. Ils ont utilisé son corps comme prototype. Puis ils l'ont reproduit. Et combien y en a-t-il d'autres? Je ne sais pas. Mais il y a une salle au fond. Ils l'appellent l'entrepôt. 40. 50 corps. Tous avec un secret sous la peau. Andrew posa les mains sur la table. Il tremblait.
Il faut que je sorte d'ici. Vous ne pourrez pas. Personne ne sort. Sauf si eux le veulent. Ou si vous mourrez. Les yeux de Menédée étaient vides. Comme si une part de lui avait déjà été enterrée. Andrew pensa à Emily. Il pensa à sa femme morte. Il pensa au serment qu'il avait fait en étudiant la médecine, protéger la vie. Ne pas la profaner. Et maintenant il était pris au piège dans une usine de cadavres avec des codes secrets incrustés dans la chair. Quelque chose se brisa en lui. Il sut qu'il n'était plus seulement un médecin légiste. Il faisait maintenant partie de quelque chose de plus grand. Et si rien n'était fait, sa fille serait la suivante. Au loin, depuis la porte métallique, on entendit un coup sec. C'était le début de quelque chose que même Nova ne pourrait pas contrôler. Car la conscience, lorsqu'elle s'éveille, ne connaît pas de frontières. Et Andrew Carter venait de franchir une autre ligne. Cette fois, celle dont on ne revient jamais. Le bourdonnement du bunker s'était glissé dans ses os. Chaque lumière, chaque ombre, chaque porte close semblait murmurer le même message, personne ne s'échappe. Mais Andrew ne pensait plus à fuir. Il pensait à résister. Même si cela signifiait mentir, feindre, ramper. Même si cela voulait dire se salir plus qu'il ne l'avait jamais juré. Cette nuit-là, Nova ne revint pas. Ce qui aurait pu être un soulagement pour d'autres fut, pour Andrew, un avertissement. Quelque chose bougeait au-dessus de lui, des décisions prises ailleurs, par des gens qui n'avaient même pas besoin de se présenter. Pendant des heures, il fit semblant de collaborer avec Menédée, reproduisant des fragments du tatouage de ce cadavre cloné, sous le regard impassible des caméras incrustées dans les murs. Tout en traçant une ligne imitant une coordonnée sur un échantillon de peau synthétique, il osa parler à voix basse. « Ça a toujours été comme ça ?» Menédée, penché sur un autre dessin, ne leva pas les yeux. Non. Au début, il voulait seulement identifier les tatouages. Puis, ils ont demandé des copies. Ensuite, ils les ont reproduits. Maintenant, ils cherchent une précision chirurgicale. Comme si chaque chiffre faisait partie d'un code plus vaste. Et qu'est-ce qu'ils contiennent ? Des emplacements d'entrepôts. Des bases secrètes. Des tunnels sous la frontière. Aujourd'hui, j'en ai trouvé un avec des formules chimiques. Ce n'était pas militaire. C'était de la science avancée. De la biochimie appliquée. De l'armement d'un autre niveau. Andrew resta silencieux. Le lendemain matin, on le réveilla brusquement. Un homme nouveau, avec un accent d'Europe de l'Est, lui remit une enveloppe sans dire un mot. À l'intérieur, une feuille imprimée avec une seule phrase. « Tu as gagné une autre chance. Demain, tu rentreras chez toi. Nous avons des plans pour toi. » Cette nuit-là, il ne dormit pas. Il observa la porte verrouillée, l'ampoule suspendue qui clignotait sans rythme, le matelas dur qui ressemblait plus à une punition qu'à un lit. Il pensa à Emily. Allait-elle encore à l'école ? Dormait-elle paisiblement, sans savoir que son père dormait dans un enfer souterrain ? Le matin suivant, on le fit monter dans un autre véhicule sans plaque. 3 heures plus tard, on le déposa dans un point mort près de la frontière, où une autre voiture, cette fois avec une plaque officielle, vint le récupérer. À l'intérieur, l'attendait une silhouette qu'il n'avait pas vue depuis des semaines. John Dawson. Le colonel paraissait plus mince, plus vieux, mais avec le même regard d'acier. Andrew monta en silence. Pendant plusieurs minutes, aucun des deux ne parla. « Tu as mauvaise mine », murmura finalement Dawson. « Toi non plus, tu ne ressembles pas à quelqu'un en vacances », répondit Andrew d'une voix sèche. Ils rirent tous les deux, mais sans joie. C'était le rire de 2 hommes qui avaient déjà trop vu. Dawson sortit une chemise de sa mallette. Il l'ouvrit. « Je veux que tu vois ça. » Andrew regarda les images. C'étaient des photographies aériennes d'entrepôts, de routes secrètes, de schémas de laboratoire. Tout avait un point commun, elles correspondaient au tatouage qu'il avait reproduit. D'où ça vient ? Du Pentagone. Ou du moins, des ordinateurs du Pentagone. Et c'est bien là le problème. Ces informations n'auraient jamais dû sortir. Très peu de gens y ont accès. Très peu. Et quelqu'un les vend. Andrew referma la chemise.
Qui? Dawson le regarda du coin de l'œil. Nous avons un nom. Mais il nous faut des preuves. Qui? Le général Michael Peterson. Andrew resta immobile. Ce nom lui disait quelque chose. Il avait lu des articles sur lui. Décoré. Patriote. Un homme qui s'était fait tout seul. Tu en es sûr? Dawson soupira. Non. Mais nous avons des indices. Des mouvements bancaires étranges. Des réunions avec des hommes d'affaires sans accréditation. Et le pire, un accès aux fichiers exacts correspondant au tatouage. Andrew posa la tête contre la vitre. Et que veulent-ils que je fasse? Tu es déjà dedans. Ils ont confiance en toi. Ils vont te contacter bientôt. Ils veulent que tu continues à collaborer. Tu feras semblant de le faire. Mais cette fois, tu travailleras pour nous. Et s'ils découvrent que je double jeu, nous nous assurerons qu'ils ne le découvrent pas. C'est ce qu'ils ont dit aussi. Dawson ne répondit pas. Il se contenta de conduire. 2 jours plus tard, Andrew retourna à la morgue. Tout semblait pareil. Le personnel. Les lumières. Le café infect. Mais il n'était plus le même. Chaque corps qui arrivait lui paraissait désormais une menace. Chaque enveloppe scellée, une bombe. L'appel arriva ce même après-midi. Dr Carter. Nous avons une nouvelle mission. Elle arrive demain. Ne touchez pas au corps tant que nous ne vous l'indiquons pas. Cette fois, ce sera différent. Il raccrocha avant qu'Andrew ait pu répondre. Le lendemain, à 9 heures, une ambulance amena un corps enveloppé dans un sac noir. Il était plus petit que les précédents. Mince. Habillé en civil. Cheveux foncés. Quand Andrew se retrouva seul avec lui, il ouvrit le sac. Ce n'était pas un militaire. On aurait dit un jeune homme d'au plus 20 ans. La peau pâle, le visage serein. Dans son dos, un nouveau tatouage. Ce n'était pas une carte. C'étaient des formules chimiques. Des symboles complexes. Des enchaînements de protéines. Des composés organiques qu'Andrew ne pouvait pas comprendre complètement, mais qu'il reconnaissait comme faisant partie de quelque chose de dangereux. Il appela Dawson. J'ai le corps. Ça, c'est différent. Ce ne sont pas des coordonnées. C'est de la science. Nous t'enverrons quelqu'un qui pourra t'aider. Un spécialiste. Cette nuit-là, un homme vêtu en technicien frigoriste arriva à la morgue. Il se présenta comme le docteur James Avery, biochimiste de l'armée. Il passa des heures aux côtés d'Andrew à examiner chaque formule. Ce n'est pas de la simple biochimie, expliqua Avery. C'est de l'ingénierie génétique. Ces composés pourraient être utilisés pour modifier des virus existants. Les rendre plus résistants. Plus létaux. On parle d'armes biologiques? Plus que cela. Il s'agit de concevoir quelque chose qui ressemble à un accident. Une pandémie sans coupable. Un virus qui semble surgir de nulle part. Et nous avons déjà la carte de la manière dont cela se ferait. Andrew sentit un nœud dans la gorge. Ça, c'était sur sa peau. Avery le regarda. Et c'est l'œuvre de quelqu'un qui savait exactement ce qu'il faisait. Ce n'est pas un message. C'est un plan de guerre. Quelques heures plus tard, Andrew se retrouva seul dans la morgue. Il regarda le corps une dernière fois. Il pensa au nombre d'autres comme lui. À combien de cadavres cachaient des secrets capables de détruire des pays? Et à combien, comme lui, restaient silencieux par peur? Il prit son portable. Enregistra les formules. Les envoya via une ligne sécurisée à Dawson. Quelques minutes plus tard, une alerte clignota sur son écran. Le message était simple. Tu as fait ce qu'il fallait. Prépare-toi. On te donnera bientôt un nouveau corps. Cette fois, il sera faux. Nous en aurons besoin pour les infiltrer. Le lendemain, un nouveau corps arriva à la morgue. Il portait un tatouage différent. Andrew reconnut qu'il était faux. Il le sut parce qu'il l'avait lui-même dessiné avec Avery et un petit groupe d'agents. C'était un leurre. Quelques heures plus tard, Nova appela. Bon travail, docteur. Les informations étaient précises.
Nous sommes impressionnés. Vous aurez bientôt de nouvelles instructions. Pour l'instant, continuez de faire semblant que ce n'est que de la médecine. Andrew raccrocha. Il regarda le corps. Toucha la peau froide. Et il comprit qu'il n'était plus seulement un médecin légiste. Il était un témoin. Et des témoins comme lui, ne pouvaient pas rester silencieux pour toujours. Andrew Carter le comprit en observant le cadavre devant lui, dans la salle glacée de la morgue, les lumières clignotant comme si elles voulaient lui adresser un dernier avertissement. Le corps sur la table portait une série de symboles tatoués dans le dos qui, autrefois, auraient pu n'être que de simples traits sans sens. Mais désormais il savait les lire. Ce n'était pas qu'un cadavre. C'était un contenant. Une boîte noire biologique que quelqu'un entendait envoyer entre de mauvaises mains. De l'information vivante, morte, dissimulée sous la peau. Le silence de la salle fut interrompu par le grincement de la porte. 2 hommes entrèrent sans dire un mot. L'un d'eux, le plus grand, portait des vêtements civils, mais son attitude montrait clairement qu'il avait l'habitude de commander. Il détestait perdre du temps, et plus encore, il détestait les gens qui le faisaient trop réfléchir. On l'appelait le Grand, bien que personne ne connaisse son vrai nom. Il était responsable des opérations du côté mexicain de l'Hydre. L'autre, plus petit, portait une mallette qu'il posa sur la table. Andrew avala sa salive. Il les avait déjà vus. Il savait que lorsqu'ils arrivaient sans prévenir, la journée tournait mal. Docteur Carter, dit le Grand en s'approchant du corps. Excellent travail sur le dernier. La précision des symboles, impeccable. Andrew hocha la tête sans rien dire. Il ne faisait pas confiance à sa voix. Il devait bien jouer ses cartes. Aujourd'hui, nous avons besoin de quelque chose de différent, poursuivit le Grand en ouvrant la mallette. Ces informations sont extrêmement sensibles. Tu ne peux pas te permettre d'erreur. Andrew s'approcha. À l'intérieur se trouvait un projecteur portable. Lorsqu'il fut allumé, il projeta sur le mur une série de formules chimiques, de structures moléculaires et de codes numériques. Ces données ont été extraites d'un laboratoire d'armes biologiques. Elles font partie d'un projet que le gouvernement nie. Tu vas les tatouer exactement sur ce corps. Chaque trait. Chaque courbe. Et si je me trompe ? Demanda Andrew, guettant sa réaction. Le Grand le regarda avec un léger sourire, sec, comme s'il parlait à un enfant lent. Alors le prochain corps porteur d'informations, ce sera ta fille. Andrew n'avait pas besoin d'en entendre davantage. Les caméras au plafond tournaient discrètement. Dawson lui avait dit qu'elles étaient déjà activées. Que la salle était équipée de micros directionnels. Tout ce qui se disait là serait enregistré. Tout ce qu'il ferait serait analysé par une équipe de renseignement prête à intervenir à la moindre occasion. Mais il y avait une contrainte, il ne pouvait agir sans preuve concrète de trafic. Le contact devait avoir lieu. L'échange devait exister. Alors seulement, il pourrait intervenir. Cette nuit-là, après plusieurs heures à tracer les formules sur le corps avec une encre spéciale invisible, Andrew s'enferma dans son bureau et alluma le vieux ventilateur au plafond pour masquer tout bruit. Il sortit le téléphone que Dawson lui avait donné. Un modèle militaire, sans traçage, sans application. Il ne pouvait qu'émettre et recevoir sur une fréquence protégée. Il enregistra un court message audio. Code terminé. Le Grand a apporté de nouvelles informations. Coordonnées chimiques. Je soupçonne une vente dans les 48 prochaines heures. Il appuya sur « Envoyer ». L'écran clignota une fois, puis s'éteignit. Le plan était simple. Ou du moins, il le paraissait. Dawson avait infiltré un agent dans le cercle des transporteurs de cadavres. Quelqu'un qui se ferait passer pour un livreur, avec une caméra cachée et une réplique du tatouage sur la peau. Andrew devait valider le corps comme authentique. L'enregistrement prouverait que le corps contenait de fausses informations. La remise aurait lieu en un point contrôlé. À ce moment-là, l'équipe d'intervention agirait. Mais tout plan a sa faille. Le lendemain soir, alors qu'Andrew préparait les documents pour valider le corps, il reçut un appel qui le glaça. « Bonsoir, docteur. Emily a eu un accident. Elle est à l'hôpital général. Elle traversait la rue quand une voiture a accéléré soudainement.
Nous n'avons pas de caméra dans cette zone. Venez au plus vite. Andrew raccrocha sans répondre. Il courut jusqu'à la voiture. Le volant semblait se désagréger entre ses doigts. Les larmes troublaient sa vue. Une part de lui savait que ce n'était pas un accident. C'était un message. Un avertissement clair. Nous savons. Nous te surveillons. Nous t'avons donné une fille pour que tu craignes de la perdre. Lorsqu'il arriva à l'hôpital, il la trouva dans la salle d'observation. Elle avait une attelle au bras droit et une coupure sur le front. Elle était éveillée, confuse. « Papa » murmura-t-elle en le voyant. Andrew s'approcha et prit sa main. « Je suis là. C'est fini. »« Ce n'était pas normal, dit-elle. La voiture m'a vue. Je l'ai vue. Elle n'a pas freiné. Elle a tourné droit vers moi. Ce n'était pas normal, papa. » Andrew serra les dents. Il sentait la colère monter dans sa poitrine, se transformant en une haine si froide qu'elle ressemblait presque à du soulagement. Quelques heures plus tard, lorsqu'il retourna à la morgue, tout était en place. Le faux cadavre était arrivé. Les agents de Dawson étaient en position. Les caméras, actives. Le contact devait se faire dans moins de 2 heures. Andrew s'enferma avec le corps. Il vérifia chaque trait. Le tatouage était là. Faux, mais crédible. Des informations qui semblaient réelles, mais menaient à des installations vides, à des codes sans valeur. Peu après, le grand revint. Il amenait avec lui 2 nouveaux hommes. L'un était étranger, probablement d'Europe de l'Est. L'autre, latino, avec une cicatrice traversant la mâchoire. « Prêt ?» demanda El Alto. « Oui. » « Vérifiez. »« Coordonnées complètes. »« Parfait. »« Emmenez-le. » À cet instant, Andrew sentit l'air se comprimer. Dehors, dans le couloir, les hommes de Dawson attendaient le signal. Le corps fut placé sur une civière recouverte d'une housse. Les 2 porteurs le chargèrent. L'un d'eux était l'agent infiltré. L'autre, le vrai. Lorsqu'ils dépassèrent la sortie de la morgue, quelque chose s'enraya. Une alarme se déclencha. Un détecteur, probablement activé par erreur, commença à sonner. Signal incendie. Le chaos fut instantané. Les hommes de la Hydra dégainèrent leurs armes. Les agents de Dawson surgirent par les portes latérales. On entendit des cris. Des tirs. Des vitres brisées. Le corps tomba au sol, entraînant avec lui la caméra cachée. El Alto parvint à s'échapper par une issue de secours. Le latino à la cicatrice n'eut pas la même chance. Il fut neutralisé par un coup de feu à l'épaule. L'Européen reçut une balle à la jambe avant d'être arrêté. Andrew se dissimula derrière le bureau. Il ne savait pas s'il était vivant ou mort. Tout avait mal tourné. Ou presque tout. Quelques heures plus tard, dans une salle improvisée de l'immeuble, Dawson lui montra les enregistrements. Nous avons suffisamment de preuves. Trafic d'informations. Fausses coordonnées. Identité. Et El Alto ? Il s'est enfui. Mais nous le localiserons. Andrew se frotta le visage. Ils veulent ma fille. Je ne peux plus la protéger. Dawson posa une main sur son épaule. Laisse ça entre nos mains. Ce n'est pas fini. Mais nous sommes plus près. Cette nuit-là, Andrew rentra chez lui. Emily dormait la lumière allumée. Il l'observa depuis l'encadrement de la porte. Des larmes séchées barraient ses joues. Le plâtre à son bras lui donnait un air fragile. Comme si tout ce qu'ils avaient vécu ces derniers jours n'était que le début d'un cauchemar plus vaste. Andrew savait qu'il ne pouvait plus se permettre d'avoir peur. La Hydra avait montré les dents. C'était maintenant à lui de mordre. Andrew Carter se trouvait à l'aéroport de Francfort, avec une fausse identité, un passeport au nom de Marcus Ellison et une histoire soigneusement fabriquée par la division du renseignement du Pentagone. C'était la première fois de sa vie qu'il quittait le continent sans avoir des vacances en tête. Cette fois, il n'était pas touriste. Cette fois, il se rendait directement dans un piège où il était l'appât. Il portait une mallette métallique contenant de fausses informations,
des formules chimiques inventées par une équipe de scientifiques sous la direction du docteur James Avery, censé faire partie d'un agent biologique expérimental. La narration était simple et létale, une combinaison de virus respiratoires et de rétrovirus à capacité de mutation accélérée. Incurable. Silencieux. Parfait pour une guerre sans drapeau. À son arrivée à Istanbul, il fut accueilli par un homme à l'accent britannique se présentant comme Thomas Hill, un agent de liaison. Celui-ci lui remit un téléphone chiffré, une montre avec micro caché et une carte SIM spéciale ayant une seule fonction, recevoir l'appel du contact. Les instructions étaient claires. Andrew devait assister à un symposium médical en couverture, rencontrer un homme nommé Alexis dans un restaurant du quartier d'Eminonu et lui remettre les faux documents. Si tout se passait bien, Alexis le mettrait en relation avec la véritable cible, le docteur. Le docteur était responsable de la coordination du trafic d'informations de la Hydra en Europe, en Asie centrale et dans une partie du Moyen-Orient. Personne ne connaissait son visage. Personne ne savait son vrai nom. Certains disaient qu'il avait travaillé dans des laboratoires pharmaceutiques en Allemagne, d'autres qu'il avait fait partie d'un programme russe d'armes chimiques avant de disparaître. Ce qui était clair, c'est que ce n'était pas un simple marchand. C'était un stratège. Et, jusqu'alors, intouchable. Andrew séjourna dans un hôtel modeste près du Bosphore. Il passait ses journées à assister à de vraies conférences, à participer à des ateliers sur la biosécurité, et la nuit, il répétait son personnage devant le miroir. Il inventait des souvenirs. Détaillait des anecdotes fausses. C'était un médecin qui avait perdu foi en l'éthique. Qui avait travaillé en recherche à des fins militaires et cherchait maintenant à prendre sa retraite avec un peu d'argent, en livrant ce qu'il avait volé. Il devait y croire. Il devait le vivre. La nuit de la rencontre, il arriva au restaurant Pendley le ventre noué. L'endroit était élégant, mais discret. Les lumières tamisées éclairaient les murs de pierre ancienne. À 8 heures précises, un homme en costume sombre, aux cheveux grisonnants et à la peau bronzée, s'assit en face de lui. « Marcus Ellison ?» demanda-t-il d'une voix douce. « Ça dépend qui pose la question. Tu peux m'appeler Alexis. J'ai des connaissances communes qui disent que tu as quelque chose qui m'intéresse. » Andrew prit une grande inspiration. Il sortit une clé USB de la mallette. « Ce que j'ai est ici. Formule, filière de production, un résumé des essais cliniques. Tout chiffré, bien sûr. Et pourquoi le vendre ? Parce que je ne veux pas mourir pauvre en défendant un pays qui m'a tourné le dos. » Alexis sourit comme s'il prenait plaisir à l'entendre. « Et comment savoir que tu ne mens pas ? Parce que si je mentais, je ne serais pas ici. » Alexis le regarda intensément pendant plusieurs secondes. Puis il se renfonça dans sa chaise. « Je te citerai de nouveau. Demain. Même endroit, même heure. Je te présenterai à quelqu'un qui pourra décider si tu vaux ce que tu affirmes. » La nuit s'étira. Andrew parcourut les rues humides d'Istanbul comme s'il n'était pas conscient d'être surveillé. 3 hommes de l'équipe de Dawson le suivaient à distance, prêts à intervenir si quelque chose tournait mal. Le problème avec l'hydre, c'est qu'on ne savait jamais quand tout allait mal tourner. Le lendemain, il retourna au restaurant. Cette fois Alexis n'était pas seul. Il était accompagné d'un homme mince, grand, au visage neutre et au regard qui semblait disséquer tout ce qu'il voyait. « C'est le docteur », annonça Alexis sans plus de cérémonie. Andrew tendit la main. Le docteur ne la prit pas. Il s'assit. « Tu as apporté quelque chose d'intéressant », dit-il sans le regarder directement. « Mais ce n'est pas l'information qui m'intéresse. Je veux savoir d'où elle vient. » Andrew ressentit une pointe d'angoisse. « J'ai fait partie de l'équipe qui l'a conçue. Je sais comment elle est produite. Je peux la reproduire si nécessaire. Tu as des preuves ? Je peux le démontrer. » Le docteur leva les yeux. Pendant une seconde, Andrew eut l'impression que quelque chose s'effondrait en lui. C'était comme regarder quelqu'un qui avait abandonné toute trace d'humanité pour un dessein qui ne se laissait pas expliquer. « Très bien. Demain. 9 heures du soir. On viendra te chercher sur la place face à la tour de Galata. De là, nous t'emmènerons à un endroit où tu pourras me prouver que tu ne joues pas. » Andrew acquiesça. Il pouvait à peine contenir la sueur.
Cette nuit-là, il ne dormit pas. L'agent il répéta le plan 3 fois. Lors du rendez-vous, Andrew ferait semblant d'accepter de montrer l'emplacement d'un laboratoire à Moscou. Il fournirait des coordonnées fausses. L'équipe interviendrait au moment exact où le docteur tenterait d'envoyer l'information. À 20h50, Andrew était sur la place. Il portait la montre caméra, le micro-émetteur au cou et le cœur battant comme s'il voulait s'échapper. Une voiture noire s'arrêta à ses côtés. Le docteur lui-même ouvrit la porte de l'intérieur. Monte. Ils roulèrent 20 minutes jusqu'à un bâtiment en périphérie de la ville. C'était une construction industrielle abandonnée. Ils descendirent. À l'intérieur, une table, un ordinateur portable et un scanner. Pose la clé USB ici, ordonna le docteur. Andrew obéit. Le docteur commença à transférer les fichiers. Où se trouve le laboratoire? Andrew hésita. Il avait mémorisé les fausses coordonnées. Il les prononça d'une voix assurée. Le docteur resta immobile. Tu es sûr? Oui. Nous le saurons bientôt. Mes hommes vérifient les images satellites. Andrew se tendit. Puis quelque chose d'inattendu se produisit. La porte du lieu s'ouvrit violemment. Plusieurs hommes armés firent irruption. Cris. Ordre. Andrew se jeta à terre. Une balle lui frôla l'oreille. Le docteur tenta de fuir par une porte latérale, mais il fut intercepté. Tout se passa en 30 secondes. Quand Andrew releva la tête, le docteur était menotté. Alexis, inconscient, gisait au sol. Un des agents avait une blessure à l'épaule. L'opération avait réussi. Quelques heures plus tard, dans une salle sécurisée du consulat des États-Unis, Dawson examinait les fichiers récupérés. Nous avons tout. Liste d'acheteurs. Compte bancaire. Protocole de production. Ce n'était pas seulement un trafic d'informations. C'était une structure mondiale. Andrew, le visage émacié, buvait de l'eau comme s'il ne l'avait pas fait depuis des jours. Et maintenant? Dawson le regarda. Maintenant, le monde saura à quel point nous avons frôlé l'abîme. Et combien nous avons tardé à le comprendre. Andrew acquiesça. Son regard était vide. Il avait accompli sa part. Mais l'ombre de l'hydre était toujours là, sur son dos, dans sa poitrine, dans son esprit. Et même si le docteur était tombé, il savait que ce n'était pas la fin. Ce n'était que la première entaille d'une créature à plusieurs têtes. Et parfois, le plus dangereux n'est pas ce que l'on voit venir. C'est ce que l'on croit avoir vaincu. Andrew Carter le comprit en observant, depuis une salle de verre teinté, les premiers interrogatoires de celui qui, pendant des années, n'avait été qu'un fantôme. Le docteur était menotté, les mains posées sur la table, et sur son visage il n'y avait ni culpabilité, ni peur, ni résignation. Seulement un calme glacial. Le calme de celui qui sait qu'il n'a pas été capturé par erreur, mais par calcul. Comme si chaque seconde passée dans cette salle faisait aussi partie d'un plan plus vaste. Et c'est cela qui glaçait le sang d'Andrew, la certitude que l'ennemi n'était pas vaincu. Il avait seulement changé de peau. Le docteur ne parla pas pendant les premières heures. Il fut gardé au secret, sans accès aux nouvelles, sans contact avec quiconque sauf les interrogateurs désignés. Le premier à tenter sa chance fut Dawson. Il adopta une approche directe, agressive, avec des photos de victimes, des preuves saisies, des itinéraires de trafic. Mais le docteur ne réagit pas. Il ne cligna même pas des yeux lorsqu'on lui montra la liste des scientifiques morts, ni lorsque furent lus à haute voix les témoignages le plaçant au centre du réseau de manipulation biologique. Il ne parla que lorsqu'il entendit un mot, Peterson. Alors, il est tombé, dit le docteur avec un demi-sourire. Plus vite que je ne le pensais. Dawson serra le poing. Combien sont-ils encore? 43, au total. Opérateurs. Techniciens. Financiers. Certains ne savent même pas qu'ils travaillent pour nous. Ils croient faire des dons à des fondations médicales ou investir dans la technologie agricole. Mais les données circulent. Et les cadavres? Le docteur le regarda avec curiosité. Ingénieux, non. Chaque corps, une capsule. Certains portent des informations tatouées.
D'autres, des micropuces implantées dans les organes. Il existe un modèle expérimental avec du code imprimé dans l'ADN. Bio-ingénierie, colonel. L'avenir est arrivé, et vous ne l'avez même pas vu venir. Cette nuit-là, Dawson quitta la salle avec plus de questions que de réponses. Dans le couloir, Andrew l'attendait. Alors ? Il joue avec nous. Et on va le laisser faire ? Non. Mais on va écouter ce qu'il a à dire. Parce que le pire, ce n'est pas ce qu'il avoue, c'est ce qu'il tait. Pendant ce temps, à Washington DC, le général Michael Peterson était menotté à la sortie de son bureau du Pentagone. Les caméras captèrent le moment exact où il baissa la tête en voyant les journalistes. La nouvelle fit le tour du monde. Un haut gradé militaire collaborant avec une organisation clandestine internationale. Les répercussions diplomatiques furent immédiates. Les dirigeants des pays alliés exigèrent des explications. Les marchés tremblèrent. Certains gouvernements nièrent toute implication. D'autres commencèrent à nettoyer leurs rangs en silence. Dans la base où se trouvait Andrew, la tension était constante. Les portes métalliques du complexe se refermaient dans un écho lourd. Chaque pas qu'il faisait était observé, enregistré, évalué. Il se sentait prisonnier, même sans l'être. Il avait accompli sa mission. Il avait mis au jour un réseau opérant comme une hydre moderne, aux têtes déguisées en fonctionnaires, médecins, entrepreneurs. Mais cela ne lui rendait ni la paix, ni le sommeil. Cette nuit-là, il reçut un appel inattendu. C'est Louis Menedé. Où êtes-vous ? Chez moi. Avec ma femme. Mon fils ne me reconnaît pas encore complètement, mais il apprend. Ils m'ont libéré. Grâce à vous. Andrew ferma les yeux. Je suis heureux de l'apprendre. J'en avais besoin. Moi aussi. Mais écoutez. Il y a quelque chose que je ne vous ai pas dit. Quelque chose que vous devez savoir. Dans l'un des corps qu'on m'a forcé à tatouer, ils ont inséré autre chose. Un petit tube de titane, dans l'ésophage. Je ne l'ai pas mentionné parce que je pensais que c'était sans importance. Maintenant, je n'en suis plus sûre. Où est ce corps ? Ils l'ont incinéré. Ils l'ont utilisé lors d'une livraison au Honduras. C'est là que j'ai perdu sa trace. Mais s'ils ont mis quelque chose là-bas, alors ils savaient qu'il restait une cellule active plus au sud. Andrew raccrocha sans rien ajouter. Il fixa le mur pendant de longues minutes. Puis il appela Dawson. Nous devons parler. Il le reçut dans la salle d'analyse à 6 heures du matin. Sur les écrans flottaient des images de laboratoires perquisitionnées, de documents scannés, de liens entre banques et de noms encore intouchables. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a une autre cellule. En Amérique centrale. Probablement au Honduras ou au Guatemala. Ils ont utilisé un corps avec un tube implanté pour transporter des informations sans laisser de traces visibles. Pas de tatouage. Pas de marque. Juste une chirurgie interne. Tu as des preuves ? Non. Mais Menedé l'a vu. Dawson regarda l'écran, puis Andrew. On ne peut pas mobiliser de ressources sans preuves. Le système est plus fragile que jamais. Si on franchit une frontière internationale sans appui, on pourrait déclencher quelque chose de pire. Alors ne le fais pas toi. Laisse-moi y aller. Dawson l'observa longuement. Tu es sûr de ce que tu dis ? Je n'ai jamais été aussi sûr. Ce même jour, alors que la presse spéculait sur la possible implication de plusieurs sénateurs dans le réseau de trafic, Andrew prit un vol commercial pour San Pedro Sula, sous une nouvelle identité. Cette fois, non pas comme médecin, mais comme expert médico-légal engagé par une ONG pour identifier les corps de migrants disparus. Une couverture douloureusement fonctionnelle. La réalité de ces terres lui offrait l'alibi parfait. Il passa les premiers jours à parcourir des morgues rurales, où les corps sans nom s'entassaient comme des déchets. Beaucoup sans autopsie. Certains sans cercueil. Personne ne posait trop de questions. L'odeur de la mort était permanente, comme la chaleur. La troisième nuit, un homme l'aborda à l'entrée d'une morgue improvisée. Il ne se présenta pas. Il lui remit simplement une enveloppe. À l'intérieur, une photo floue d'un corps avec une incision au cou et une autre à l'abdomen. À côté, un numéro écrit à la main,
573 D, 42 K. Andrew comprit immédiatement. C'était la référence du modèle expérimental dont avait parlé le docteur. Le lendemain, il remonta la piste jusqu'à un cimetière à Tegucigalpa. Le corps avait été enterré sans nom, dans une fosse commune. Avec l'aide de 2 techniciens de l'ONG, il parvint à le récupérer. En l'ouvrant, il trouva ce qu'il craignait, le tube en titane était toujours là. Il l'extraya avec précaution. En l'analysant dans un laboratoire de fortune, il confirma l'impossible. À l'intérieur, il y avait une puce. Il n'eut pas besoin de beaucoup de temps pour comprendre son contenu. Sur la puce se trouvaient les noms de nouvelles routes, des comptes bancaires dans les Caraïbes, des listes d'employés infiltrés dans des agences sanitaires, et une phrase répétée dans plusieurs documents. L'hydre ne meurt pas. Elle change seulement de forme. Cette nuit-là, seul dans sa chambre, Andrew alluma le ventilateur rouillé et s'assit au bord du lit. Il sentit le sol vibrer sous ses pieds, bien que tout fût silencieux. Comme si le monde bougeait tandis qu'il restait immobile. Il pensa à Emily. À Menedé. Au corps tatoué. À toutes les fois où il avait dû prétendre être quelqu'un d'autre pour survivre. Il pensa au général Peterson. Quelques jours plus tôt, Dawson lui avait envoyé un extrait de l'interrogatoire. Il le lut sans respirer. Peterson avait avoué. En pleurant. Non pas de honte, mais de douleur. Mon fils a une maladie dégénérative. Il n'y a pas de remède. Le traitement le plus proche coûte plus que tout ce que j'ai gagné dans ma carrière. Ils m'ont proposé de tout payer si je collaborais. Des informations contre une vie. Qu'est-ce que j'étais censé faire? Andrew ne sut pas quoi répondre. Parce qu'il savait, lui aussi, ce que c'était que de vivre dans la peur pour la vie d'un enfant. Il savait comment l'amour pouvait pousser jusqu'au bord. Ou au-delà. Mais il savait aussi que le prix de cette décision, des milliers le payaient. Parfois avec leur sang. De retour chez lui, Emily l'accueillit avec une longue étreinte. Silencieuse. Son bras était guéri, son expression différente. Plus mûre. Plus attentive. « Tu vas bien ?» demanda-t-elle. « Je ne sais pas, » répondit Andrew. « Mais toi, oui. Et c'est tout ce qui compte. » Quelques jours plus tard, dans une salle du Congrès, Dawson présenta publiquement les découvertes. Il montra des preuves. Des noms. Des routes. Des visages. Il y eut de la stupeur. Des démissions. Des démentis. Et, comme toujours, de nouveaux silences. L'hydre n'était pas morte. Mais elle n'était plus cachée. Andrew avait reçu une offre pour intégrer une unité de contre-espionnage. On lui avait promis des ressources, de la stabilité, l'immunité. Tout cela en échange de continuer à se battre. Il demanda du temps pour réfléchir. Une semaine plus tard, il laissa une lettre sur le bureau de Dawson. Elle disait: « Je ne peux plus continuer. Pas par peur. Ni par fatigue. C'est parce que j'ai encore une fille. Et je veux être là quand elle n'aura plus peur. Quand elle ne vivra plus dans l'attente d'un coup de feu. Quand elle dormira sans se demander si je reviendrai le lendemain. J'ai accompli mon devoir. Il est temps pour moi de redevenir humain. » Il partit sans se retourner. Mais dans sa valise, il garda la puce. Parce qu'il savait que la vérité a un prix. Et parfois, c'est un prix qu'on ne finit jamais de payer. La vie d'Andrew Carter ne fut plus jamais la même après tout ce qui s'était passé. Il est vrai qu'il ne courait plus dans des ruelles sous la menace de fusils automatiques, ni n'écoutait des enregistrements dans des salles de béton glacé, mais l'écho de tout cela restait en lui, comme un battement déréglé qui ne retrouvait jamais son rythme. 6 semaines s'étaient écoulées depuis qu'il avait quitté la division du renseignement. Il s'était réinstallé dans sa maison d'El Paso, la même où il avait élevé Emily et enterré sa femme. Il avait repris le chemin de la morgue, comme il l'avait fait pendant plus de 20 ans. Il recommença à boire du café de machine, à rédiger des rapports de mort naturelle, à recevoir des cadavres avec des étiquettes ordinaires. Ou du moins, c'est ce qu'il croyait. Car dans des lieux comme la morgue, le passé ne frappe pas à la porte. Il se glisse par le sol, s'insinue dans les fissures et te surprend quand tu t'y attends le moins. Ce matin-là, le corps arriva comme tant d'autres.
Il était jeune, 20 ans peut-être. Caucasien. Cheveux courts, presque rasés. Sans papier, sans antécédents médicaux, sans marque visible de violence. Apporté par un jeune ambulancier nerveux qui ne sut pas dire exactement d'où venait le cadavre. Il n'avait qu'un ordre de transfert avec un cachet illisible. Le document disait « possible suicide ». Mais Andrew le sut dès qu'il souleva le drap, ce n'était pas un suicide. Le corps ne présentait pas de blessure. Pas non plus d'hématome visible. La rigidité cadavérique était récente. Tout semblait normal. Jusqu'à ce qu'il le retourne pour l'inspection dorsale. Alors, il le vit. Un tatouage. Ce n'était pas comme les autres. Pas de coordonnées, pas de code, pas de formule. C'était un texte. Un poème. Andrew s'arrêta. Fit un pas en arrière. L'air devint plus dense, comme si la pièce se refermait sur lui. Il lut à voix basse. Parfois les morts ne sont pas muets. Ils attendent seulement la peau juste. Pour parler à l'homme qu'il faut. Et toi, Andrew, tu sais bien. Comment déchiffrer la vérité quand elle brûle? Car le feu n'est pas éteint par la peur. Et la vie ne se mesure pas au silence. Résiste. À la fin, un mot tatoué avec une autre encre. Comme une signature. Résiste. Andrew ne ressentit pas de peur au début. Il eut un frisson, oui, mais différent. Un mélange de douleur, de souvenirs et de certitude sombre. Car il y avait dans ce poème une phrase qui lui appartenait. Qui n'avait aucune raison d'être là. Comment déchiffrer la vérité quand elle brûle? C'était la même phrase que sa femme avait écrite dans la lettre qu'elle lui avait laissée avant de mourir. Une phrase qu'il n'avait jamais répétée à personne. Une ligne d'adieu, de réconfort et de colère. Une phrase qu'il gardait dans une boîte, avec les photos, avec son alliance. Andrew s'appuya contre la table. Il sentit un tremblement qui montait de ses doigts jusqu'à ses épaules. Il regarda le visage du cadavre. Il ne le connaissait pas. Ne l'avait jamais vu. Ce n'était pas un agent, ni un militaire. C'était un jeune homme. Peut-être un civil. Mais sur son dos, il portait un message impossible. Il appela aussitôt Dawson. « J'ai quelque chose, dit-il. Quelque chose de sérieux. J'ai besoin que tu viennes. Toi seul. » Le colonel arriva en moins d'une heure. Il entra dans la morgue sans poser de questions. Andrew l'attendait près du corps, déjà nettoyé, déjà documenté. Il lui montra le tatouage. Dawson lut. « Ne dis rien. » Puis il s'écarta et sortit son téléphone crypté. Il faut croiser ça avec les systèmes. C'est peut-être un code caché. Ou un piège. Que signifie la phrase sur le feu? Andrew baissa la tête. C'est personnel. Quelque chose que seule une personne très proche de moi pouvait savoir. Tu crois que c'est une menace? Non. Je ne la ressens pas comme une menace. Je sens que c'est un avertissement. Cette nuit-là, l'équipe de décryptage découvrit que les premières lettres de chaque ligne du poème formaient un acrostiche. Les initiales composaient un message, LDOP 60. Cela signifiait « L'hydre s'éveille ». Opération purgatoire. 60 jours. Dawson resta silencieux plusieurs minutes. C'est un compte à rebours. Vers quoi? Je ne sais pas. Mais si quelqu'un a pris la peine d'implanter ce message, en utilisant une phrase de ta femme, c'est parce qu'il voulait que tu le voies. Et que tu agisses. Et si ce n'était pas moi qui l'avais reçu? Alors ils ont déjà franchi un autre niveau. Ce n'est plus seulement du trafic de secrets. C'est de la manipulation émotionnelle. Psychologique. Andrew ne dormit plus cette nuit-là. Il s'assit devant la télévision éteinte et repassa les derniers mois comme s'il regardait les scènes d'un film que quelqu'un d'autre avait vécu. Il pensa aux autopsies, aux salles scellées, aux menaces, au docteur, à Menedé, à Emily. Mais surtout, il pensa à la signification de ce dernier mot. Résiste. Était-ce un ordre? Une prière? Une façon de dire qu'il restait encore un chemin? Le lendemain matin, il examina de nouveau le cadavre. Il le regarda comme s'il pouvait lui parler.
Il inspecta chaque recoin. Sous un ongle, il trouva un microfilament collé. Il le retira avec une pince et le plaça dans un scanner de particules du laboratoire. C'était un code hexadécimal. Il l'envoya au système d'analyse de Dawson. 30 minutes plus tard, la réponse arriva. Le microfilament contenait les noms de code de 7 agents actifs. L'un d'eux concernait une opération prévue à Guatemala Ciudad. Un autre à San Salvador. Un troisième en Colombie. Tous prévus dans la limite des 60 jours. Ce même après-midi, le FBI et le renseignement militaire lancèrent une nouvelle phase. L'opération Purgatoire était réelle. Et elle avait commencé. Emily rentra de l'école avec un sac à dos plein de livres et un sourire fatigué. Andrew la serra dans ses bras. Il sentit qu'il avait plus besoin d'elle que jamais. « Papa, tu vas repartir ?» Il ne sut que répondre. « Je ne sais pas, ma chérie. Mais si je pars, cette fois ce sera différent. » « Pourquoi ? » « Parce que je ne partirai pas seule. » Dans sa poitrine, le message du cadavre résonnait comme un écho. Car il ne s'agissait pas seulement d'information. Ni même de justice. C'était quelque chose de plus profond. C'était la preuve que quelqu'un d'autre luttait de l'intérieur de ce réseau, quelqu'un avec de l'accès, de la conscience, du courage. Quelqu'un qui n'avait pas abandonné. Et qui croyait qu'Andrew avait encore la force de résister. La pluie commença à tomber cette nuit-là, comme si le ciel devait laver la terre de tant de secrets accumulés. Andrew prit son manteau. Sortit sans parapluie. Marcha vers l'hôpital où il travaillait. Pas à pas, sans hâte. La ville continuait de tourner. Les corps continuaient d'arriver. Les morts continuaient de parler, si l'on savait écouter. Tant qu'il existera des corps sans nom, il existera des secrets à découvrir. Et dans le cœur d'un médecin qui, autrefois, voulait seulement guérir, battait désormais une mission plus grande. Pas pour la gloire. Pas pour la vengeance. Pour la mémoire. Et pour un mot tatoué sur la peau d'un inconnu qui ne l'était plus tant. Résiste. Si cette histoire t'a ému, partage-la avec tes amis et sois acteur du changement. Dis-nous dans les commentaires, que ferais-tu dans une situation semblable ? D'où nous regardes-tu ? Nous serions ravis de le savoir. Beaucoup de personnes vivent des situations similaires. Nous espérons que leur voix résonnera dans ton cœur. N'oublie pas d'aimer la vidéo, de t'abonner à la chaîne et de la partager avec tes amis et ta famille en signe de soutien. Cela nous motive à continuer à t'apporter chaque jour des récits émouvants. Ne manque pas la prochaine histoire surprenante qui s'apprête à apparaître sur ton écran. Clique sur les liens qui apparaissent maintenant, nous avons une sélection exclusive d'histoires captivantes et de divertissements garantis rien que pour toi. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Une étreinte.